Bonjour, bienvenue au Dossier des bibliothécaires. Aujourd'hui, on est deux pour vous parler du petit moi. Petite lecture. Alors ça, c'est un hashtag qui a été fait. J'ai regardé la vidéo d'Audrey et les souffles des mots. Je vous mettrai le lien. Bon, vous la connaissez peut-être parce qu'elle est quand même très connue dans la booksphère. Je ne sais pas si on peut dire ça. Non, ça se Oui, dit pas. oui, là, oui. Et en fait, ça fait la 10e année qu'elle le fait. Joyeux anniversaire. Ouais, moi, j'étais pas du tout au courant. C'est Marion qui m'a appris ça, donc je trouve ça génial. Et le concept donc du petit moi. Petite lecture. Voilà, excusez-nous, ça cafouille un peu ce matin. C'est de lire du coup, dans le plus petit mois de l'année, février, des livres, des romans, tout type de livres qui font moins de 200 pages. Donc nous, on a sélectionné une dizaine de bouquins chacun à peu près. Une huitaine Une huitaine. de bouquins. Une huitaine de bouquins dans nos bibliothèques respectives. Moi, je me rends compte en fait au final que j'ai pris très peu d'actualité. Peut-être que toi, t'en as pris un peu plus que moins. Non. Moi, je suis vraiment sur des vieilleries que j'ai pas eu le temps de lire et que j'ai envie de lire. Allez, je commence tout de suite avec un qui fonctionne, donc je le présente direct. C'est Le Magasin des Suicides de Jean Telet. Enfin oui, ça fonctionne pas parce que c'est une relecture, je l'ai déjà lu. Mais si, ça fonctionne. Bon. Donc je vais relire Le Magasin des Suicides. Il est très court, hein. Il fait 150 pages, en plus en édition de poche, ça va être encore plus réduit, je pense. Et moi, je suis fan de Jean Telet, j'adore tout ce qu'a fait Jean Telet. J'étais triste quand il est mort. On a fait une vidéo à plusieurs voix sur Jean Telet, et en plus, juste avant qu'il meure, on n'en savait pas. Donc, si vous voulez la voir sur la chaîne. Et je le lis juste au passage parce que j'anime un club de lecture tout neuf à la bibliothèque, et il fait partie de la sélection du club de lecture, donc j'ai envie de le relire pour être bien frais dans mes idées avec les personnes qui participent au club de lecture. Et oui, donc c'est un petit roman d'humour noir fou. Le pitch, c'est que c'est un magasin qui vend tous les articles possibles pour vous aider à vous suicider. Et bien sûr, catastrophe, la joie de vivre débarque dans cette petite famille. Et donc, on va voir ce qui va se passer après. Et ben, je vais continuer du coup, en ressortant des vieux trucs aussi. Je voulais mettre des classiques dans ma pile petit mois, petite lecture, donc j'ai mis Le Diable au corps de Raymond Radiguet, que je n'ai jamais lu. Qu'est-ce qui m'y a fait penser? J'ai vu une belle édition passer en librairie. Donc voilà, ça a été mon unique excuse. J'ai trouvé un beau livre, donc je vais le lire. Mais c'est cool parce que souvent c'est ça aussi. Oui. On a envie de lire des... Beau travail d'édition, ça fait envie. Du coup, Le Diable au corps, que se passe-t-il? On a un jeune homme de 16 ans environ, de mémoire, entre 14 et 16 ans, qui entame une relation amoureuse avec une femme qui est son aînée de quelques années. Ça se passe pendant la Première Guerre mondiale, et donc voilà, ils vivent une idylle tous les deux, sachant que Madame est fiancée à un soldat. Oui. C'est ça, C'est apparemment en partie autobiographique, et voilà, c'est un auteur qui est mort peu de temps après la publication de son livre. Ça a fait scandale, donc voilà, tout pour plaire. Oui, ça donne trop envie. Et je rebondis, je crois qu'il n'y a pas longtemps, c'est peut-être parce qu'il y a eu un anniversaire de sa mort, hein, j'en sais rien, ou quoi, il y a eu une longue série sur France Culture, je crois que c'est au cours de l'histoire, sur Radiguet, qui éclaire assez bien le personnage, et c'est vrai qu'il est assez fascinant. Je crois qu'il est mort en 1924, donc ça peut être l'année dernière. C'est peut-être ça, ouais. Voilà, vous pouvez peut-être le retrouver, un podcast. On peut le retrouver peut-être. On peut le retrouver, tout à fait, oui, c'est sûr. Super. Alors, tu es du classique. Est-ce que j'ai un petit classique, moi aussi? Oui, j'ai une très très vieillerie. Alors, mon édition, elle est vraiment moche, parce que... Enfin, elle est moche, moi je la trouve moche. C'était une vieille édition de notre fonds qui est désherbé, j'ai récupéré, parce que j'ai acheté une nouvelle édition de la Bhagavad Gita. Je pense que je prononce à peu près bien, la Bhagavad Gita. Et l'édition qu'on a, elle est vraiment très très belle. Je ne sais plus quel est l'éditeur qui l'a faite. Je vous la mettrai peut-être en lien. Enfin, on mettra en lien toutes nos références qu'on a à la bibliothèque. Et alors ça, c'est l'autre texte sacré pour les hindous, et le Mahabharata, qu'on est peut-être un peu de nom. Et quand j'étais plus jeune, j'ai une période très, très hindoue, oui, c'est un peu curieux. Mais donc j'avais regardé le film de Peter Brooks, l'adaptation du Mahabharata, tout ça. J'avais lu le Mahabharata, je l'ai en petit truc. Et ça m'avait fasciné. Et la Bhagavad Gita, je ne l'ai jamais lu, et je l'ai stocké chez moi. Alors je crois que c'est plus de l'ordre d'un poème. Ouais, voilà, ça a l'air vraiment d'être des petites strophes, hein, c'est vraiment écrit comme un poème. Et on suit le personnage de Vishnu, si je ne me trompe pas, ou je me trompe complètement, je ne sais plus. Enfin, je sais qu'on suit un des personnages, il a une grande aventure.
Voilà, et c'est l'occasion, parce que là, du coup, c'est court. Bon, il y a beaucoup d'appareils critiques, hein, il y a beaucoup de commentaires. Ça fait 132 pages. Même moins, ça fait 100 pages. Moi, je continue avec, je pense, le plus court Oui. de toutes nos piles. Et oui, c'est une nouvelle, du coup. C'est une nouvelle. Donc, Galatée de Madeline Miller, qui fait, du coup, moins de 50 pages. Donc là, on est sur une petite lecture. Pour faire court et simple, j'ai triché. Je l'ai déjà lu. Mais finalement, comme c'est petit mois, petite lecture, est-ce qu'on l'aurait pas commencé avant ? Facilement le relire. Donc ça marche dans ma pile à lire. Ouais. Résumé, c'est une réécriture du mythe de Pygmalion et Galatée, où finalement on donne voix à la statue qui va pouvoir prendre en main sa destinée de femme. C'est une de ses spécialités, hein, oui, Madame Miller. C'est Elle fait réécriture de mythologie et sous-texte féministe ou sous-texte pas forcément si caché que ça. Mais c'est toujours un plaisir de lire Madeline Miller, en tout cas pour moi. Alors lui, j'ai triché un peu. Déjà, j'ai un petit peu commencé. Il fait 230 pages dans cette version-là. Donc c'est le Tour du monde en 80 jours. Après le podcast du Comte de Monte Cristo, je vous lis le Tour du monde en 80 jours sur la chaîne. Donc vous pouvez le suivre, et donc c'est dans cette belle édition qui est un facsimilé affreux en fait, hein. C'est pas un vrai Hetzel. Je crois qu'on l'a dans les placards pas loin là autour, on a des Hetzel hein, à la bibliothèque. Venez pas vous ruer dessus parce qu'ils sont pas forcément en super bon état. Je ne pourrais pas les emprunter. Ouais, voilà. Mais du coup, bon. Donc belle aventure du Tour du monde, donc c'est une relecture, moi je l'avais lu, j'avais adoré moi la vieille version avec David Niven. Qui restait pour moi, je sais pas, je regardais ça quand j'étais tout petit chez mes grands-parents. Il était un petit navire de Martine Pouchin. Là, pour le coup, c'est plutôt une nouvelle philosophique. 4 amis partent en yacht, sur le yacht du père d'un de leurs amis, pour fêter leur bac. Et en fait, ils vont se retrouver face à une tempête et ils vont du coup perdre leur cap et se retrouver seuls au monde sur leur yacht. C'est horrible. C'est terrible. Mais c'est vraiment parce que j'ai encore triché, en fait, je l'ai déjà lu. Mais du coup, lisez-le aussi. Ça vaut le coup. Bon, forcément, c'est court, donc c'est sûrement plus facile, mais c'est très efficace. Vraiment prenant. Et les ados se perdent un peu, ils perdent un peu leur humanité, et puis ils se posent plein de questions. C'est vraiment chouette. Ça marche assez bien. En tout cas, sur moi, ça a marché. Allez, moi j'en glisse 2 parce que c'est du théâtre. Donc je sais pas. D'une pierre d'un coup. Ouais, je l'ai plus. D'une pierre deux coups. D'une pierre deux coups. D'une pierre 3 coups même. Alors je vais pas lire tout. D'ailleurs, là par contre, ils sont très légers. C'est vraiment des vieilleries. On doit les avoir dans des belles éditions à la bibliothèque. Alors la première, c'est la trilogie de Beaumarchais. Moi, je suis un grand fan. Ça fait un peu pédant de dire comme ça. Je suis un grand fan d'opéra. Je sais pas si ça. Ouais, bon. Donc du coup, le Mariage de Figaro et le Barbier de Séville, bon, c'est entre Mozart et Rossini, c'est vraiment des gros classiques que j'ai beaucoup écoutés. Et je crois avoir lu quand on était au lycée le Mariage de Figaro. J'ai un doute maintenant. Et je n'ai jamais lu le 3e en fait, La Mère coupable, puisqu'il y a une suite. Au Mariage de Figaro. Ces années de mensonges. Voilà, alors je savais qu'il y avait une 3e qui donc elle n'a jamais été adaptée en opéra, je crois pas. Et donc je vais peut-être relire un peu la fin du Mariage de Figaro parce que quand même je l'adore. Je trouve génial. Et je vais lire La Mère coupable de Beaumarchais. Bon, c'est des pièces sociales géniales quoi. C'est vraiment super. Si jamais vous ne connaissez pas du tout Beaumarchais, on oublie l'opéra, voilà, lisez les pièces originales. Surtout qu'elles sont beaucoup plus politiques d'ailleurs que je pense au Mariage de Figaro de Mozart qui a eu du mal à l'adapter. Il a gommé un peu tous les trucs un peu plus politiques. Et l'autre pièce de théâtre, c'est une sélection des auteurs russes. Ça, c'était une vieille collection qu'on avait à la Bible, pareil que j'ai récupéré parce qu'on les a rachetés parce que c'était vraiment en mauvais état. Et donc là-dedans, il y avait le Révisor de Gogol qui est génialissime. Le réviseur à Gogol, il est super, mais c'est pas lui que je vais lire. C'est plutôt Gorky, parce que Gorky, il y a les bas-fonds. Pareil, voilà, c'est un classique que j'ai jamais lu, les bas-fonds de Gorky. Voilà, les Gorky. Et il y a le Tsar Fedor Ivanovitch de Tolstoï, donc ça sera soit l'un ou l'autre. Ou tu gardes le deuxième pour l'année prochaine encore. Ou je garde le deuxième pour l'année prochaine. Ben déjà, pour le coup, il y en a 4 et j'en ai lu qu'un dans celui-là.
Donc, et j'aime beaucoup lire le théâtre. Je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas du tout. Moi, je trouve que c'est très chouette. Peut-être que j'ai plusieurs personnalités, que je me fais plusieurs voix dans la tête. Oui. Voilà. Pour le coup, moi, j'appréciais beaucoup l'accompagnement d'un prof. Ouais. Et d'avoir le retour, et puis donc d'avoir la pièce, d'avoir l'accompagnement, et puis après avoir la représentation. Bah, c'est vrai que en complet, c'est fait quand pour même. être. Oui. C'est vrai que sinon ça fait, c'est abrupt quoi à lire. Quand même. J'ai pris un album qui est un peu costaud quand même. Hein. Touc. Ouais. Quand tu lèves les yeux, du coup, pardon. Ça fait un petit moment que j'ai pas lu d'album, donc j'en ai ressorti un que j'avais repéré depuis plusieurs mois. Donc celui-ci, il est sorti il y a un moment déjà. Hein. C'était 2021, je crois, oui. Mmh. C'est un album quand même plutôt pour les plus grands, on va dire. Chez nous, il est en plus 7 et je crois qu'il était conseillé à plutôt 9-10, on va dire. Et encore une fois, pour faire court, on suit un jeune homme qui va déménager avec sa maman dans une nouvelle maison, qui est incapable de se détacher de son téléphone portable. Et en fait, dans la maison, il va découvrir un vieux bureau avec plein de tiroirs, et dans ce bureau, un carnet avec plein d'histoires. Donc, je ne sais pas si c'est visible en fait à la caméra, mais il y a des pages qui sont un petit peu plus jaunes. Ah oui, la tranche. Et c'est sur la tranche, ouais. Et justement, c'est les petites histoires qu'il va découvrir. Et en découvrant ces histoires, il va aussi se lancer dans une quête pour retrouver l'auteur de ces histoires. D'accord, donc il y a vraiment les deux scénarios en fait qui se confondent. Ça se croise. Et il y a des éléments des livres qu'il lit, si j'ai bien compris, qui vont revenir dans son vrai monde, dans sa vraie vie. Donc ça a l'air plutôt chouette. Ah oui, ça donne très envie. Et puis, en fait, je l'ai feuilleté. Hein, ouais. Et c'est vraiment joli. Ah oui, et puis il y a plusieurs types de dessins. Je crois que vers la fin, il y avait des belles doubles pages. Ouais, d'accord. Et il y a à la fois des trucs comme ça, il y a de la BD, on dirait. C'est vraiment très très poliforme, quoi. Ouais. Je te le prendrai, ça. Je te le mets de côté. Ah oui. Celui-là, j'ai acheté il y a quelques temps. C'est une maison d'édition, Tiber Édition, qui édite plutôt des textes classiques. Hein. Ouais, c'est quand même vraiment des classiques. Et ils choisissent à chaque fois un artiste, illustrateur ou créateur, vraiment, qui va concevoir l'intégralité de la maquette du livre avec des illustrations originales. Là, c'est le Stefan Zweig, je ne sais pas comment on dit, 24 heures de la vie d'une femme, que j'ai jamais lu. Et j'aime beaucoup Stefan Zweig. Moi, je l'avais pas mal étudié comme ce grand intellectuel de l'entre-deux-guerres qui était pour le pacifisme. C'est une figure qui m'a beaucoup captivé, et malheureusement qui a fini par se suicider parce qu'il pensait que la beauté de la civilisation allemande était arrivée au bout, quoi. C'est assez tragique. Et là, il y a des pages très belles. Je découvre ça. Si vous n'avez pas lu aussi le joueur d'échecs, super nouvelle. C'est une toute petite nouvelle. Comme j'avais déjà lu, là, je ne pouvais pas tricher, quoi. Il n'y a pas de triche. Et celui-là, il fait 207 pages. Mais il y a des illustrations. Donc ça supprime des pages. J'ai de nouveau un livre que j'ai déjà lu. Sandrine Colette, On était des loups. Mais je change de support. Techniquement, le roman fait moins de 200 pages. Là, c'est le livre audio, du coup, qui fait moins de 4 heures. Est-ce qu'on peut prolonger en disant... Oui, c'est vrai que ça, on l'a pas... Ça fait combien à lire 200 heures, on ne sait pas. Eh bien, je ne sais pas. Voilà. 200 pages, combien de temps? Ça dépend. Oui, 4 heures... ouais, non, je ne sais pas. Pardon. Je m'emballe. Donc, au niveau du résumé, on suit un père qui rentre un soir... Ils vivent en forêt perdue, vraiment, loin de toute civilisation. Un soir, il rentre. Il est un peu du style chasseur à l'ancienne. Il rentre chez lui. Il voit des traces d'ours et il retrouve son fils sous le corps de sa femme. Donc, c'est vrai que Sandrine Colette, c'est toujours... Alors, c'est pas un spoiler, hein, c'est au début de l'histoire. Ouais. Du coup, c'est ça nous attrape et on garde une barre, on va dire, de tension tout le long. Donc, c'est presque un récit initiatique, finalement. Il apprend à être père parce qu'il a toujours été plutôt absent. Et en même temps, il fait son deuil.
il se questionne, est-ce que ce monde sauvage est fait pour élever un enfant? Est-ce que je suis capable de m'occuper de mon fils? C'est vraiment prenant. Et il y a des passages horribles, comme Sandrine Colette sait les faire. Et pour le livre audio, j'ai oublié le nom du lecteur, Thierry Ancis, qui a une voix un peu cassée. Et au niveau de la lecture de ce titre, c'est parfait. Vraiment, le lecteur, incroyable. On est bien terrifié, quoi. Alors, du coup, sur des trucs un peu horribles, je rebondis. Alors, ça m'a beaucoup plu. Je l'ai acheté en librairie. On l'a pas à la bibliothèque. Hein, voilà, déjà, oui, spoiler. Je pense pas que ça intéressera beaucoup plus de monde que moi ou d'autres personnes, mais bon. C'est vraiment très agréable à lire. Donc, c'est un archéo-médecin légiste. Il est tout, le mec, hein, Philippe Charlier. Il est docteur en médecine, docteur S lettres, docteur S sciences. Il est donc archéologue de la médecine. Et donc ça s'appelle Quand la science explore l'histoire. Et en fait, il part de la préhistoire. Et c'est des tout petits chapitres. C'est pour ça que c'est très facile à lire. Alors j'ai lu la moitié, donc il m'en reste un petit bout quand même. Et à chaque fois, il est allé gratter des os, quoi. Vraiment, ou les squelettes, les cadavres, pour trouver les maladies qu'on pouvait avoir, les rites sociaux qui pouvaient en découler, etc. Et très vite, au tout début, par exemple, ce qui est assez intéressant sur les sociétés préhistoriques, c'est qu'on a l'idée que, par exemple, un individu mal formé, on l'abandonnait parce qu'on ne voulait pas le garder. Mais en fait, c'est faux, ça. La plupart des individus mal formés ou qui avaient une jambe cassée, etc., on les gardait parce que justement, ils pouvaient faire autre chose. Par exemple, ils pouvaient écosser des plantes pour faire vivre le groupe et que finalement, ils n'étaient pas suffisamment nombreux, donc on ne pouvait pas se permettre d'éliminer pour éliminer des individus. Et que finalement, les périodes dans l'histoire où on a plutôt mis de côté les gens mal formés et autres, c'était les moments des grandes civilisations, finalement, qui nous seront pour nous un peu fortes, quoi, la grecque, la romaine, où là, il y avait, voilà, parce qu'on était suffisamment nombreux. Donc c'est vraiment une sorte de petite enquête policière historique, où il va gratter des trucs, il casse des idées qu'on a, des prérequis, des idées reçues. Il y a même le premier cours d'anatomie. Je crois que c'est au XIIe siècle. Il y a un type qui a injecté un cadavre avec un mélange de miel ou je sais pas quoi, et le système sanguin est devenu rouge. Donc ils ont utilisé le corps pour montrer le système sanguin. Voilà, c'est incroyable. Donc au début ils sont partis, mais pourquoi est-ce que le cadavre avait du miel et des produits dedans? C'est curieux, quoi. Et donc c'est ça, c'est assez... Bon, peut-être qu'il ne faut pas trop craindre le rapport à la mort, hein, je pense que ça peut peut-être... voilà, c'est quand même un médecin légiste. Mais c'est... rapport au gore aussi, peut-être, ou pas du tout? Parce que c'est vrai que là, quand tu parles de... Ouais, alors c'est vrai qu'ils ont retrouvé ils ont retrouvé des charniers, des trucs comme ça. Ouais, donc de temps en temps, ils parlent d'individus attachés, de trucs, voilà. Mais ça reste plutôt technique. Ouais. Plus que vraiment imagé. Ouais, oui, voilà, que vraiment gore. Non, c'est un bouquin, c'est texto, hein, donc ça reste un bouquin scientifique. Voilà, donc je m'éclate quand la science explore l'histoire. J'ai fini de tricher, je crois. Ah. Là, j'ai plus rien lu. J'ai un doc aussi, qui vient du Fonds Société, sur l'appropriation culturelle, donc de Kémaïs Ben Lagdar, qu'on a depuis quelques mois. Et que j'ai vu passer, déjà parce qu'il a une jolie couverture. Et c'est vrai que c'est un concept qu'on voit revenir régulièrement et que j'ai pas toujours l'impression de bien maîtriser. Donc voilà, un petit livre qui fait lui moins de 150 pages, je me suis dit que c'était peut-être pas mal pour me lancer là-dedans. J'ai entendu du bien aussi. Enfin, il paraît que c'est après, super. Du coup, bon, forcément, l'appropriation culturelle, c'est aussi très centré sur la mode, donc ça peut intéresser aussi un public... dans ce domaine-là, mais voilà. Mon peintre favori, c'est Bruegel, et j'adore Bruegel, et j'avais dégoté ce Taschen. Taschen, c'est un éditeur remarquable pour les reproductions des œuvres, et il y a quand même beaucoup de reproductions d'œuvres, mais il y a un petit support technique et historique que j'ai jamais réussi à lire en entier. Donc je me suis dit que ce serait l'occasion. Tu pioches de temps en temps aussi. Voilà, c'est ça. Et parce qu'en fait, finalement, j'y vais pour regarder les œuvres, quoi. Vraiment voir les détails. C'est vraiment très très beau. On voit ils sont allés vraiment photographier les détails les plus. Alors chez Bruegel, il y a toujours des personnages secondaires, des êtres un peu difformes et donc c'est ça aussi qui est chouette, c'est d'aller gratter les détails. Mais il y avait un très bon appareil historique et donc je me suis dit allez, je vais le prendre de A à Z. Alors celui-ci, on vous en a déjà parlé sur la chaîne. Je chante et la montagne danse.
Donc je vais pas en dire grand-chose. Hein. Ludmilla en a très bien parlé. C'est peut-être aussi pour ça que je l'ai mis dans ma pile à lire. Puis aussi parce qu'il est très beau. J'ai oublié le nom du peintre aussi qui a fait la couverture. Joseph Anton Kohr. Je sais pas, je dois avoir un truc avec les peintres Naturaliste, un peu. du Nord. Oui, Oui, voilà, aussi. ouais. Et alors du coup c'est rigolo. Enfin moi ça m'a fait rire parce que du coup je chante et la montagne danse. Sur le tableau de base il y a un petit humain là, si je dis pas de bêtises. Ils l'ont coupé. Ça me plaît. Je voulais que de la- Et oui, voilà, en fait, on est centré sur un village dans les Pyrénées et plutôt que, enfin, ce que j'en ai compris, plutôt que vraiment suivre l'histoire d'un personnage, on va rebondir entre des personnes, des éléments et d'un chapitre à l'autre. C'est plutôt, on va dire, enfin pour moi, comme je le vois, c'est plutôt une ode à la nature. Ça a l'air vraiment super. Ouais, J'ai hâte. Moi, je vais vous parler, tant qu'on est sur quelque chose de poétique, d'un autre auteur, François Cheng, qui est un auteur chinois, mais qui écrit en français depuis très très longtemps, et d'ailleurs il fait partie de l'Académie française, et c'est un type qui est vraiment passionnant. J'ai lu très peu de choses de lui, et alors ça, je sais que c'est un roman en fait, ça s'appelle L'éternité n'est pas de trop, et ça c'est superbe, rien que le titre. C'est un côté un peu effrayant quand même, hein. Ah, Non? ouais. Oui. Alors, je pense qu'il s'interroge sur beaucoup de choses. Mais c'est quand même, c'est qu'un écrivain un peu philosophe, quoi. Souvent, il s'intéresse à des questions très profondes, très pures. Il y avait des méditations sur la beauté et d'autres. Il y a plusieurs méditations qu'il a sorties. Il doit y avoir la liste exhaustive de ses œuvres en fin de truc. Et voilà. Donc François Cheng, L'éternité n'est pas trop. Et c'est très court. Ah non, ça fait 245 pages. Mais bon, voilà. Je pense que ce serait une belle balade. Et je ne sais pas du tout quoi ça parle. Hein. 18e siècle, à la fin de la dynastie Ming. Voilà, 18e Toujours siècle, un peu fin de la d'histoire. dynastie. Ouais, un petit peu d'histoire. Ouais, il faut que ça reste. Voilà. Et moi, du coup, pour terminer, et là, je pense qu'en fait, c'est le plus. Ouais, non, j'en avais d'autres quand même qui n'étaient pas trop vieux dans ma pile à lire. Conque de Perrine Tripier, qui est sorti pendant la rentrée littéraire de septembre, si je ne dis pas de bêtises. Là, on part encore sur une fable plutôt politique, philosophique, poétique. En fait, encore une fois, c'est mon interprétation du résumé qui m'a fait envie. On est dans une espèce de monde parallèle, on n'est pas vraiment chez nous. On suit le personnage de Martha B, qui est une historienne et archéologue, si je dis pas de bêtises, qui est envoyée faire des fouilles sur un peuple disparu de guerriers marins. Et l'idée, en fait, c'est d'utiliser l'histoire de ce peuple pour redorer l'image de l'Empire. C'est pas le mot que je cherche, mais c'est améliorer toujours plus l'image de l'Empire, améliorer son... lui rendre son pouvoir, c'est toujours pas le bon mot, mais oui, le renforcer. Et en parallèle, Martha B donc veut aussi en profiter pour sa gloire personnelle. Mais petit à petit, elle va découvrir de plus en plus de choses qui vont la faire douter sur la voie qu'elle prend. Et voilà, je trouvais ça plutôt intéressant. Et bon, on peut faire le parallèle avec de nombreux pays qui nous entourent aujourd'hui. Qui nous entourent plus ou moins proches, hein, mais... Oui, c'est une fiction, bon, un peu politique quand même. Quoi. Oui, il y a quand même le côté politique qui m'a l'air bien présent. Et voilà. Et alors moi, pour finir, je ne l'ai pas parce que je l'ai réservé. C'est le dernier opus des Black et Mortimer. Et j'en ai entendu beaucoup de bien. Alors, je suis un grand fan de Black et Mortimer. Et on vous avait fait une vidéo à plusieurs voix il y a quelques temps, justement à l'occasion de, pour moi, le dernier Black et Mortimer qui valait vraiment le coup, qui était le dernier Pharaon, qui avait été fait par Schruten. Je crois que notre collègue néerlandais le prononcerait bien mieux que moi. Donc moi, je dis Schruten, comme tous les Français. Je crois que ça se prononce Schruten. Avec un R vraiment... ouais, un truc un peu, oui. Guttural, un peu presque. Guttural. Parce que justement, ils avaient. Alors, il n'est pas tout seul, ils étaient 2 ou 3 sur l'adaptation. Alors que après la mort de Jacobs, tous les tomes, c'était une façon de rester un petit peu dans l'hommage de Black et Mortimer, donc d'être vraiment dans un dessin propre, très proche de l'œuvre originale. Là, c'est un des seuls où ils ont. Déjà, c'est le dessin de Schruten, donc très fort. Et en même temps, ils ont décidé d'avancer dans la narration. Donc, on a un Black et Mortimer âgé.
Et ça, c'était voilà, ça c'était une grande force. Moi, j'ai trouvé que c'était vraiment la bonne idée parce qu'en fait, le problème, j'avais la sensation que tous les tomes là qui suivaient se ressemblaient un peu tous, qu'il y avait un côté un peu, ben, on avait mis Black et Mortimer dans un musée, quoi, voilà, et on les regarde et il y a beaucoup de tomes. Alors, j'avais bien aimé le dernier sarcophage, le premier tome, où on a un peu la jeunesse de Black et Mortimer parce que du coup, on sortait un peu. Mais depuis, j'avais un peu arrêté parce que je trouvais que c'était un peu ennuyeux. Le truc de Shakespeare là, nul quoi. Et donc le dernier là, ça s'appelle Signe Ulrich. Et j'en ai entendu comme ça un petit peu beaucoup de bien. Ils vont être en fait obligés de résoudre un complot, mais cette fois-ci, ils vont s'allier à Ulrich, donc au méchant, pour déjouer le complot qui a l'air. Ça a l'air très classique, mais on change un petit peu de. Mais est-ce qu'on peut faire confiance à Ulrich? La réponse serait non. Voilà pour mon dernier, et toi aussi. Et moi, c'est fini aussi. Ben, merci d'avoir suivi cette petite vidéo pour ces petites lectures, pour ce petit mois. Hashtag petite lecture, petit mois. S'il y a des livres que vous avez lus, n'hésitez pas à les commenter, à donner votre avis. Évidemment, si vous avez aussi des envies de lecture de petits livres, donnez-les nous, parce que peut-être qu'on pourra les glisser, pourquoi pas, ça peut être chouette aussi. Continuez à nous suivre, on fait des vidéos tous les jeudis soirs à 19h. Merci Marion. Merci à toi, merci tout le monde. Et à bientôt. À bientôt.